J'ai ouvert une carte de crédit pour couvrir les factures médicales de maman. Quelques jours plus tard, j'ai vu une vidéo des enfants de mon frère atterrissant en hélicoptère à leur fête d'anniversaire à 14 000 $. Quand j'ai demandé qui avait payé, il a répondu en souriant, « Grâce à ta carte ». J'ai ri doucement, « Ma carte à 200 $. As-tu vérifié le nom ?» C'est alors que ma maman a sorti une enveloppe bancaire avec ma carte. Je m'appelle Elisa Monroe. J'ai 30 ans, et ceci est l'histoire de la façon dont ma famille m'a brisé et comment j'ai enfin appris à en rassembler les morceaux pour moi-même. L'appel qui a tout changé est arrivé à 9h13. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais debout dans ma cuisine, le corps douloureux après une garde de nuit de 12 heures aux urgences. Une voix clinique et polie du service de facturation de l'hôpital m'a informé que l'assurance de maman ne couvrirait pas sa biopsie programmée. Le reste à charge était de 6 400 $ et ils avaient besoin qu'il soit payé en totalité avant l'intervention. Ce chiffre a été comme un coup de poing dans l'estomac. Mes économies avaient disparu, utilisées pour une récente réparation automobile. J'ai su instantanément qu'il était inutile de demander de l'aide. Mon père ne ferait que se plaindre du système, et mon frère Dylan était toujours au milieu d'un grand projet d'entreprise qui le laissait perpétuellement à court d'argent. Le fardeau, comme toujours, est tombé sur moi. Alors, j'ai fait ce que fait la fille responsable. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, mes doigts bougeant engourdis, et j'ai cherché des cartes de crédit médical. Les taux d'intérêt étaient usuraires, mais la peur de ce que la biopsie pourrait révéler était plus forte que n'importe quelle anxiété financière. J'ai rempli la demande en ligne, le cœur battant la chamade. Une petite roue de chargement a tourné pendant quelques secondes, puis un seul mot est apparu à l'écran, « Approuvé ». Une vague de soulagement si intense qu'elle m'a presque donné le tournis m'a submergé. J'ai immédiatement appelé l'hôpital et payé la facture, puis j'ai appelé maman pour la rassurer. Sa voix était fragile d'inquiétude. « Tout est réglé, maman », ai-je dit en forçant un ton joyeux. « Ne t'inquiète de rien. » Pendant un bref instant, entendre son soulagement m'a donné l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. 3 jours plus tard, ce sentiment a été volé en éclats. Alors que je faisais défiler mon téléphone en attendant des nouvelles de son intervention, une vidéo bruyante et colorée publiée par ma belle-sœur, Chloé, a rempli mon écran. Elle montrait mes nièces jumelles hurlant de joie alors qu'un hélicoptère atterrissait dans un champ pour leur fête d'anniversaire de 7 ans. Des canons à confetti ont explosé. En arrière-plan, ma mère riait, frappait dans ses mains, paraissant radieuse et pleine de joie. La légende disait, rendre l'enfance magique, sponsorisé par la famille. Puis un gros plan a montré mon frère Dylan, souriant à pleines dents alors qu'il payait un prestataire. Il a brandi une carte de crédit noire et élégante pour que la caméra la voie. Le monde a basculé. La lumière a accroché les lettres argentées en relief. C'était mon nom, Elisa Monsieur Monroe. C'était la carte d'urgence, celle que j'avais ouverte pour la sauver. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je suis infirmière aux urgences à Seattle. Ma vie est une routine soigneusement construite de garde de 12 heures, de dossiers médicaux et du bourdonnement constant d'adrénaline qui vient avec le fait de savoir que vous êtes souvent la seule chose entre la mauvaise journée d'une personne et son dernier jour. Je suis bonne dans mon travail. Je suis calme en crise. Je peux regarder le chaos, une victime d'accident de voiture, une crise cardiaque, un enfant effrayé, et je peux voir un chemin clair, étape par étape, pour rendre les choses meilleures. Trier, stabiliser, traiter. S'installer dans le désordre. C'est ce que je fais. C'est le seul monde où mes efforts donnent des résultats prévisibles et tangibles. À l'hôpital, la compétence est la monnaie d'échange. Vous faites le travail, vous obtenez le résultat. Pendant longtemps, cela a été mon refuge contre l'économie émotionnelle chaotique de ma famille, où les règles changeaient toujours et où ma valeur était conditionnelle. Je suis né dans le rôle de la fille stable. Ce ne fut pas un choix conscient, plutôt comme un sillon qui a été creusé pour moi dès mes plus anciens souvenirs, la responsable, celle qui se souvenait des anniversaires. Préparer la trousse de premiers secours pour les voyages et s'assurer que les factures étaient payées à temps quand mes parents les laissaient s'accumuler sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas un rôle pour lequel j'avais passé une audition. Il m'a été remis, un manteau lourd que j'ai appris à porter sans me plaindre parce que se plaindre rendait seulement la maison plus froide. Mon frère Dylan, de 2 ans mon aîné, était né pour un rôle différent, l'enfant d'or. La star du spectacle,
là où j'étais calme et observatrice, il était un spectacle. Il remplissait chaque pièce de son rire tonitruant, de ses grandes histoires et de son potentiel sans fin et éblouissant. En grandissant, notre maison tournait autour de son attraction gravitationnelle. Ces matchs de football américain étaient des événements familiaux obligatoires, complets avec des banderoles et des célébrations d'après-match, peu importe qu'ils gagnent ou perdent. Mes victoires au club de débat étaient accueillies par un « Oh, c'est bien ma chérie », distrait avant que la conversation ne réintègre inévitablement le dernier projet de Dylan. Je me souviens de notre foire scientifique de CM2 comme si c'était hier. J'ai passé 2 mois à construire méticuleusement un modèle réduit fonctionnel du système solaire avec de petites planètes peintes à la main qui tournaient réellement autour d'une ampoule faisant office de soleil. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver, écrit un rapport détaillé et répété ma présentation jusqu'à pouvoir la réciter dans mon sommeil. Dylan a naturellement oublié son projet jusqu'à la veille au soir. J'ai regardé dans un état d'incrédulité silencieuse mon père, après un bref soupir théâtral, resté debout avec lui jusqu'à 2 heures du matin pour l'aider à coller des morceaux de sucre pour former un modèle bancal d'igloo. Papa a appelé cela une leçon de résolution créative de problèmes. Le lendemain, je me tenais à côté de mon modèle complexe et fonctionnel et j'ai été ignoré par les juges qui ont passé 10 minutes à la table de Dylan à rire pendant qu'il les charmait avec une histoire complètement fabriquée sur l'architecture esquimau. Il a gagné le 2e prix de la création la plus originale. Mon père lui a tapé dans le dos, rayonnant de fierté, et lui a dit « C'est mon fils, il trouve toujours un moyen de gagner ». Ma mère l'a serré dans ses bras en lui disant à quel point il était intelligent. Personne n'a mentionné mon système solaire. Ce jour-là, j'ai appris une leçon cruciale, dans ma famille, mon effort était invisible, mais sa prestation était tout. Cette dynamique était renforcée par nos parents à chaque instant. Maman était l'architecte du mythe de Dylan. Elle adorait son charme, interprétant son imprudence comme de la confiance et ses échecs comme des opportunités d'apprentissage. Lorsqu'il a abandonné l'université après 2 semestres parce qu'il trouvait les cours peu inspirants, elle a dit à tous ses amis qu'il était un entrepreneur en herbe, trop brillant pour être contraint par l'éducation formelle. Elle soignait son image, protégeant l'ego fragile de son garçon d'or des réalités brutales des conséquences. Elle était la responsable des relations publiques pour la marque nommée Dylan. Papa était son principal soutien financier et son facilitateur. Il voyait une version plus jeune et plus audacieuse de lui-même en mon frère. Il adorait l'idée de Dylan, le preneur de risques, le futur grand magnate. Il faut dépenser de l'argent pour en faire, Elisa, me disait-il avec un clin d'œil chaque fois que je remettais en question un autre des investissements coûteux de Dylan. Papa n'excusait pas seulement les échecs de Dylan, il les romantisait. Dylan n'était pas irresponsable, c'était un visionnaire. Il n'échouait pas, il réorientait sa stratégie. Mon père était tellement investi dans la comédie de l'ambition de Dylan qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas voir que la scène était construite sur les fondations de mes besoins oubliés et de mes revenus futurs. Et j'ai donc appris à disparaître. Je suis devenu l'infrastructure silencieuse de la famille, le système de soutien invisible et non reconnu qui permettait au spectacle de continuer. Quand Internet ne fonctionnait plus, c'était moi au téléphone avec le support technique pendant 1 heure parce que Dylan avait un appel important et que maman trouvait la musique d'attente agaçante. Quand l'anniversaire de mariage de nos parents arrivait, c'était moi qui planifiais le dîner, achetais le cadeau et rappelais à Dylan de signer au moins la carte. Il griffonnait son nom, affichait un sourire charmant et obtenait d'une manière ou d'une autre le crédit pour le geste attentionné que j'avais orchestré. Mes contributions étaient absorbées dans l'écosystème familial sans une ondulation, comme la pluie dans un sol sec. Il n'y avait pas de merci, pas de reconnaissance du temps ou de l'effort consacré. Mon aide n'était pas un cadeau, c'était ma fonction. J'étais le régisseur pour toujours dans les coulisses, m'assurant que l'éclairage soit parfait pour la star du spectacle. Choisir de devenir infirmière aux urgences était, avec le recul, une réaction subconsciente à mon éducation. C'était une recherche désespérée d'un monde avec des règles claires et des récompenses justes. Aux urgences, mon travail acharné comptait d'une manière qu'il n'a jamais compté à la maison. Quand j'identifie correctement les signes subtils d'un AVC, je peux obtenir pour un patient le traitement qui sauve sa fonction cérébrale. Quand je tiens la main d'un patient à travers un diagnostic terrifiant, je vois la gratitude dans ses yeux. Il y a une ligne directe et mesurable entre mes actions et le résultat. C'est un monde de cause à effet, un monde qui a du sens. À la maison, je pouvais verser tout mon être dans la résolution d'un problème, et le seul résultat était que les objectifs décalaient et qu'un nouveau problème apparaissait.
Sauver une vie à l'hôpital ressemblait à une victoire. Sauver ma famille ressemblait simplement à retarder leur prochaine catastrophe auto-infligée. Mais l'habitude d'être celle qui répare tout est difficile à perdre. J'étais conditionné pour répondre à chaque crise familiale comme à un appel du 911. La culpabilité était leur bip et il se déclenchait à toute heure. Dire non ressemblait à une trahison, un manquement à un devoir qui m'avait été attribué avant que je sois assez grande pour comprendre ce que c'était. J'ai choisi d'être la fille stable parce que l'alternative, la confrontation, les accusations d'être égoïste ou insensible, ressemblaient à un ouragan de catégorie 5 que j'étais trop fatigué pour affronter. C'était toujours plus facile sur le moment de simplement payer la facture, résoudre le problème et être la fondation. Je ne réalisais pas qu'une fondation enterrée sous un poids suffisant finit inévitablement par se fissurer. L'hélicoptère n'était pas un événement isolé. C'était un grand final. C'était la culmination explosive et inaliénable d'un schéma méthodique tissé dans la trame de ma vie depuis plus d'une décennie. Les fils de ce schéma étaient faits de culpabilité, d'obligation et de leur mépris décontracté pour mon bien-être financier et émotionnel. Cela a commencé si petit, avec des demandes qui semblaient raisonnables en surface, mais c'était une érosion lente et insidieuse des limites qui m'a laissé exposé et vulnérable. La première fissure significative est apparue juste après avoir obtenu mon diplôme de l'école d'infirmière. J'ai décroché mon premier emploi à l'hôpital général de Seattle et, pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de contrôle sur ma vie. Je vivais dans un petit appartement avec une colocataire, mais j'économisais méticuleusement chaque dollar supplémentaire. Mon objectif était scotché sur mon réfrigérateur, la photo d'un studio ensoleillé dans un quartier calme. Il représentait l'indépendance, un espace qui m'appartenait vraiment, libéré du bourdonnement constant des obligations familiales. J'avais un tableau sur mon mur, coloriant un petit carré pour chaque tranche de $100 économisée. C'était mon petit projet privé et plein d'espoir. Puis vint l'appel de Dylan. Sa voix était un mélange travaillé de désinvolture et d'urgence, un ton que j'apprendrais à reconnaître comme le préambule d'une demande. « Salut Frangine », a-t-il commencé, avec le son de la musique en arrière-plan. « Histoire de fou. Je suis dans un pétrin. Tu sais ce contrat de conception web en freelance sur lequel je travaillais? Le client traîne des pieds pour le paiement final. Un vrai connard. Bref, le loyer tombe et il me manque environ $1000. Je vais te rembourser, je te le jure. Le chèque devrait être encaissé dans une semaine, peut-être 2. Tu peux me dépanner? Tu es la seule sur qui je peux compter, Elisa. Tu es toujours tellement au top. Il l'avait parfaitement formulé. C'était un problème temporaire causé par un sale client. Il a loué ma responsabilité, me faisant me sentir comme la personne capable, la sauveuse. Il a fait en sorte que j'ai l'impression d'être son seul espoir. J'ai regardé le tableau d'économie sur mon mur, tous ces carrés coloriés. $1000 me feraient reculer de 2 mois. J'ai hésité, un nœud d'inquiétude me serrant l'estomac. Je ne sais pas, Dylan. J'essaie vraiment d'économiser. Je sais. Et je suis tellement fier de toi pour ça, a-t-il dit, sa voix devenant mielleuse. Vois ça comme un investissement en moi. Dès que j'aurai décroché mon prochain gros client, je t'emmènerai dans le restaurant le plus chic de Seattle pour te remercier. S'il te plaît, Elisa, il menace de m'expulser. La menace d'expulsion a été le coup de grâce. Je ne pouvais pas laisser mon frère être à la rue. Mon propre rêve semblait égoïste en comparaison. D'accord, ai-je dit, le mot ayant un goût de défaite. D'accord, je vais t'envoyer l'argent. J'ai transféré l'argent, une partie importante de mon indépendance durement gagnée, et j'ai ressenti un mélange familier de ressentiment et de vertu. J'étais une bonne sœur. C'était ce qui comptait. Une semaine plus tard, son compte Instagram était rempli de photos d'un week-end à un festival de musique à Portland. Il riait, couvert de paillettes, une bière à la main. La légende disait, besoin de décompresser, YOLO. Le chèque du client, m'a-t-il dit plus tard, n'était pas passé. Le client était un faux plan. Il ne m'a jamais remboursé. J'ai fixé les carrés vides sur mon tableau d'économie et j'ai ressenti une colère froide et silencieuse que j'ai rapidement ravalée. L'affronter ne ferait que mener à une dispute, et maman et papa prendraient inévitablement son parti, me disant que je devais être plus compréhensive. C'était le modèle. À partir de là, les demandes sont devenues plus fréquentes et plus importantes.
Environ un an plus tard, mon père m'a appelé dans une véritable panique. Il avait une molaire fêlée qui s'était infectée, et la douleur était atroce. Elisa, le dentiste dit que j'ai besoin d'une dévitalisation et d'une couronne immédiatement. Ça va coûter 4 000 $ et mon assurance est minable. Ta mère est anéantie. Elle n'a pas dormi. Le scénario était le même. J'ai posé la question rituelle. Et pour Dylan? Tu connais Dylan, a dit papa avec un lourd soupir qui était à la fois de la frustration et de la fierté. Il investit tout ce qu'il a dans sa nouvelle start-up. Chaque centime est bloqué dans le développement du prototype. Le moment est vraiment terrible pour lui. C'était toujours le mauvais moment pour Dylan. Ce n'était jamais le mauvais moment pour moi de faire dérailler ma propre vie. J'étais infirmière. J'avais un revenu stable. À leurs yeux, mon argent était liquide et disponible, tandis que celui de Dylan était toujours mobilisé dans la noble poursuite de sa prochaine idée brillante. Alors, je suis allé à ma banque. Je me suis assise dans un bureau stérile en face d'un conseiller bancaire qui a regardé mon excellente note de crédit et mes états de service stables et m'a accordé un petit prêt personnel sans y penser à deux fois. J'ai ressenti une onde perverse, comme si ma responsabilité était utilisée comme une arme contre moi. J'ai signé les papiers, ma main se sentant étrangement déconnectée de mon corps. J'assumais officiellement une dette pour la dent de mon père. Le soulagement dans la voix de mes parents quand je leur ai dit que c'était réglé était palpable. Ils m'ont envoyé une carte de remerciement. À l'intérieur, ma mère avait écrit « Tu as un cœur d'or, Elisa. Tu es le ciment qui maintient cette famille unie. » Ces mots se voulaient un compliment, mais ils ressemblaient à une peine de prison à perpétuité. Le ciment ne peut pas bouger. Le ciment ne fait que maintenir les morceaux brisés ensemble, devenant invisibles une fois qu'ils sèchent. Chaque mois pendant 2 ans, j'ai remboursé ce prêt. C'était un rappel constant et épuisant que ma santé financière était secondaire par rapport à leur confort. Le schéma s'est étendu des urgences aux commodités. Il y a eu la fois où la voiture de Dylan est tombée en panne et il a emprunté la mienne pendant 2 semaines, me la rendant avec une nouvelle rayure sur le pare-choc et le réservoir vide. Il a rigolé. Ça lui donne du caractère, a-t-il dit avant de me demander s'il pouvait me prendre 50 $ pour le taxi du retour. Il y a eu la fois où maman et papa ont voulu faire une croisière pour leur anniversaire, un voyage qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je leur ai offert la compte, une somme que j'avais économisée pour des vacances bien méritées pour moi-même, parce que maman avait laissé entendre que leur mariage battait de l'aile et que cela pourrait être la solution pour le réparer. Le point de rupture pour toute prétention selon laquelle il s'agissait de prêt est venu quand Dylan a décidé qu'il devait refaire son image de marque. Cela impliquait de jeter tous ses anciens vêtements et d'acheter une nouvelle garde-robe de costumes de créateur pour impressionner de potentiels investisseurs. Il a plafonné ses propres cartes de crédit et est ensuite venu me voir. Cette fois, j'étais déterminé à être ferme. Je l'ai assis à ma table de cuisine et j'ai écrit une simple reconnaissance de dette sur une feuille de papier quadrillé détaillant les 2 000 $ qu'il me demandait. « J'ai besoin que tu signes ça, Dylan », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le me sentais. C'est beaucoup d'argent pour moi. J'ai besoin de savoir que je vais le récupérer. Il a regardé le papier, puis moi, et a laissé échapper un rire court et incrédule. Une reconnaissance de dette? Tu es sérieuse? Il l'a ramassé et l'a agité en l'air. C'est quoi ça, un tribunal? Elisa, allons. On est une famille. Maman, qui était dans l'autre pièce, est entrée, attirée par l'attention. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Dylan lui a montré le papier, un sourire moqueur sur le visage. Elle a affiché ce sourire doux et apaisant qui me faisait toujours me sentir comme une enfant difficile. Oh, ma chérie, c'est tellement formel. Ne sois pas ridicule. Ton frère a bien l'intention de te rembourser. Nous n'avons pas besoin de contrat entre nous. Ils ont ri ensemble. Ce n'était pas un rire cruel. C'était pire. C'était un rire d'amusement véritable, de pitié pour mes petites manières ridicules et formelles. C'était le rire de gens qui détiennent tout le pouvoir et sont amusés par les tentatives du sans-pouvoir pour créer des règles. Dans ce moment, je me suis senti profondément humilié. Ma tentative d'établir une limite simple a été traitée comme une plaisanterie. J'ai lentement repris la feuille de papier, les plié et les mise dans ma poche. La reconnaissance de dette non signée me brûlait la peau. Je ne l'ai pas jetée.
Je l'ai rapportée chez moi et l'ai mise dans une petite boîte à chaussures au fond de mon placard. Au fil des ans, cette boîte était devenue une triste petite archive des trahisons de ma famille. La reconnaissance de dettes non signées a rejoint des captures d'écran de SMS de Dylan promettant des remboursements, des confirmations de virements bancaires étiquetés, prêts, et même une carte d'anniversaire de mes parents me remerciant d'avoir payé leurs impôts fonciers une année. Je les gardais comme preuve, pas pour eux, mais pour moi. Elles étaient ma preuve que je ne l'imaginais pas. Je n'étais pas excessivement sensible ou dramatique. J'étais exploité et je gardais les reçus. Ce vendredi matin-là, la ville de Seattle pleurait. Une fine pluie grise constante recouvrait la fenêtre de mon appartement, floutant le monde extérieur en une aquarelle de vert et de gris éteint. Je venais de rentrer d'une garde de nuit brutale aux urgences. L'air me semblait encore lourd des fantômes des urgences de la nuit, de l'énergie frénétique, de l'odeur des gants stériles, du bip des moniteurs cardiaques. Nous avions perdu un patient, un jeune homme de 19 ans à moto percuté par un conducteur ivre. J'avais passé des heures à aider l'équipe, pratiquant un massage cardiaque bien après que nous savions que c'était sans espoir parce que sa mère était en route et nous ne voulions pas qu'elle arrive dans une pièce silencieuse. C'était moi qui m'étais tenu avec elle dans la petite salle familiale calme après cela, témoin silencieux d'un chagrin si immense qu'il semblait pouvoir engloutir tout l'hôpital. Je suis rentré vidé, mon corps ayant le poids lourd de l'épuisement, mon âme mise à nu. Tout ce que je voulais, c'était me glisser dans l'obscurité de ma chambre et dormir pendant 1000 ans. J'ai fait les gestes de mon rituel d'après-garde, enlevant ma tenue médicale et la scellant dans un sac en plastique, prenant une douche brûlante pour laver l'hôpital de ma peau, préparant une tasse de tisane à la camomille avec des mains tremblantes. Le calme de mon appartement était un soulagement bienvenu après la cacophonie des urgences. Alors que j'étais assise à ma petite table de cuisine, attendant que le thé refroidisse, j'ai pris mon téléphone. C'était une habitude machinale, une façon de faire défiler machinalement la vie des autres pour me distraire des arêtes vives de la mienne. J'ai vu le nouveau chiot d'un ami, les photos de vacances d'un cousin à Hawaï, une publicité pour un service de livraison de repas. C'était un flux doux et prévisible de la vie quotidienne, et c'était exactement ce dont mes nerfs à vif avaient besoin. Et puis c'est apparu sur mon fil d'actualité. Une vidéo publiée par ma belle-sœur, Chloé. Elle a explosé sur mon écran comme un feu d'artifice, une agression violente de sons et de couleurs complètement étrangères au monde gris et calme que j'habitais. La première chose que j'ai entendue a été le vrombissement répétitif des pales d'hélicoptères superposées à une chanson pop mielleuse hurlant à plein volume. L'image était d'un vert brillant, presque douloureux, une vaste pelouse tondue sous un ciel étonnamment ensoleillé quelque part en dehors de la ville. La vidéo était tournée de manière professionnelle, montée avec des coupes rapides et des zooms dramatiques. Cela ressemblait à une publicité pour une vie que je ne pouvais même pas imaginer. Mes nièces, Lily et Rose, étaient là, vêtues de robes de princesse ridiculement ornées, hurlant et sautant alors que l'hélicoptère descendait. Puis l'explosion des canons à confetti inondant l'air d'un nuage étincelant de rose et d'or. La caméra a balayé une scène d'une opulence obscène, un château gonflable en forme de palais de contes de fées, un poney vivant décoré de rubans, un service de traiteur servant de petits amuse-bouches parfaits. C'était une fête d'anniversaire d'enfant qui coûtait plus cher que ma voiture. Ma première réaction a été un lancement sourd de ressentiment. C'était tellement excessif, tellement théâtral. Mais ensuite j'ai vu ma mère. Elle se tenait à côté de Dylan, son bras passé sous le sien, et elle riait. Ce n'était pas un petit rire poli. C'était un rire profond, joyeux, renversant la tête en arrière, de pur délice. Le son de ce rire a été un coup physique. Il y a seulement 3 jours, sa voix au téléphone avait été fine et fragile d'anxiété à propos de la biopsie. J'avais porté cette anxiété avec moi pendant 72 heures. Je l'avais senti peser comme une pierre dans mon propre estomac. Et la voilà, l'image même de la santé et du bonheur au centre de ce spectacle ridicule. La légende en bas de l'écran brillait d'une sincérité écœurante, la famille signifie tout donner. L'hypocrisie était si profonde qu'elle me donnait la nausée. Je venais de tout donner. J'étais volontairement entré dans la précarité financière, contractant une dette avec un taux d'intérêt monstrueux. Tout cela pour elle, pour apaiser son inquiétude, pour assurer sa santé. Et le remerciement que j'ai obtenu a été de voir ce sacrifice utilisé comme toile de fond pour une fête digne d'Instagram. J'ai failli fermer l'application. Mon cerveau essayait activement de rejeter l'information pour me protéger de la douleur. Mais une curiosité morbide, un besoin de voir toute l'étendue de la catastrophe m'a poussé à la regarder à nouveau.
J'ai coupé le son, ayant besoin de la voir sans la musique joyeuse et distrayante. Je l'ai rejoué en silence, mes yeux balayant chaque image comme un détective cherchant des indices. Et c'est là que j'ai trouvé l'arme du crime. La vidéo a coupé sur un gros plan. Dylan était à la table d'un prestataire, vraisemblablement celui qui avait fourni l'hélicoptère ou les canons à confetti. Il payait. Il s'est tourné vers la caméra de Chloé, un grand sourire satisfait sur le visage. Il jouait son rôle de grand pourvoyeur. Il a sorti un portefeuille de la poche de son pantalon en lin frais et a brandi une carte de crédit. La tenant vers la lumière pendant un moment, une petite fioriture pour la caméra. C'était une carte noire élégante. Pendant une fraction de seconde, mon esprit l'a enregistrée comme lui appartenant. Bien sûr, Dylan a une carte noire chic, ai-je pensé, trouvant que cela correspondait à son image soigneusement cultivée d'entrepreneur prometteur. Mais quelque chose ne allait pas. Quelque chose dans la façon dont la lumière brillait sur le logo de la banque m'était familier. Mon cœur a commencé à battre la chamade, un rythme d'oiseau effrayé et piégé contre mes côtes. J'ai mis la vidéo en pause. Mes pouces glissants de sueur luttaient pour utiliser les commandes. J'ai fait glisser le curseur en arrière, image par image. Puis j'ai zoomé. J'ai agrandi l'image jusqu'à ce qu'elle soit une mosaïque granuleuse de pixels. Les bords étaient flous et indistincts, mais c'était assez clair. Il n'y avait pas à s'y tromper, le logo moderne et minimaliste de la société financière qui m'avait approuvé pour la carte de crédit médical 3 jours plus tôt. Et puis j'ai vu le nom gravé en lettres argentées, partiellement masqué par son pouce, mais encore terriblement lisible, Elisa Monsieur Monroe. Le téléphone a glissé de ma main, cliquetant sur la table. Le thé dans ma tasse a éclaboussé sur le côté. Une vague de vertige m'a submergé, et j'ai agrippé le bord de la table pour me stabiliser. L'air dans mes poumons s'est changé en glace. Ce n'était pas juste une carte. C'était la carte, celle que j'avais ouverte dans le seul but sacré de payer la biopsie de ma mère. Mon esprit, entraîné à trier et analyser, a commencé à s'emballer, assemblant les pièces avec une vitesse et une clarté effrayantes. Le plafond de $10 000, la charge de $6,400 pour l'hôpital, cela laissait $3,600. Cette fête, cet hélicoptère, ces confettis et ce traiteur coûtaient bien plus que cela. La légende d'une autre photo mentionnait l'organisateur de fête et le coût, $15 000. Comment? Puis je me suis souvenu de quelque chose que le représentant de la banque avait dit quand j'avais appelé pour activer la carte. Souhaitez-vous ajouter un utilisateur autorisé, mademoiselle Monroe? J'avais dit non, bien sûr que non. Mais aurait-il pu rappeler? Ma mère, sachant que le compte existait, aurait-elle pu appeler et ajouter Dylan? Ou pire, lui avait-elle simplement donné le numéro? La confiance que j'avais placée en elle, la croyance fondamentale que ma mère me protégerait, s'est effondrée en poussière. Elle n'était pas juste une spectatrice dans tout cela. Elle était une complice. Elle se tenait là à applaudir et à rire pendant que mon avenir financier était brûlé pour éclairer leur fête. La trahison était si absolue, si épouvantablement cruelle qu'elle dépassait la colère. C'était une blessure structurelle profonde. C'était comme découvrir que la fondation même de ma vie était un mensonge. La douleur était physique, un poids froid et lourd pressant sur ma poitrine, me rendant la respiration impossible. J'avais ouvert cette carte pour lui sauver la vie, et il l'avait utilisée pour un feu d'artifice. Pendant ce qui a semblé être une éternité, je suis juste resté assise là, mon regard fixé sur l'écran noir de mon téléphone. Mon corps était verrouillé dans un état de choc, une paralysie clinique que je connaissais pour avoir vu des familles recevoir des nouvelles dévastatrices à l'hôpital. Mon esprit, cependant, était un maelstrom. Les mêmes images tournaient en boucle, l'hélicoptère descendant, le rire extatique de ma mère, le sourire suffisant de Dylan, et mon nom sur ce morceau de plastique noir. Le choc initial a commencé à s'estomper, et à sa place, une maréa de colère chaude et corrosive a commencé à monter. C'était une colère si pure et si puissante qu'elle vibrait dans tout mon corps. Je devais les appeler. Je devais les entendre expliquer cela. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine déverrouiller mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts, mon pouce survolant le nom de Dylan avant de le passer. Il ne ferait que mentir. Il inventerait une histoire, utiliserait son charme pour contourner le problème, et me ferait me sentir folle d'avoir seulement posé la question. Non, je devais parler à ma mère.
Je m'accrochais à un lambeau microscopique et pathétique d'espoir qu'elle était d'une manière ou d'une autre une victime dans cela, que Dylan l'avait trompée elle aussi. C'était un espoir stupide, une braise mourante de la fille que j'étais autrefois. Mais j'avais besoin de la laisser s'éteindre complètement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pétillante, surfant encore sur l'euphorie de la fête. « Salut, ma chérie. Je pensais justement à toi. Tu appelais pour savoir comment s'était passée la biopsie ? Le médecin était formidable, tellement doux. Tout s'est bien passé, et il a dit que nous aurions les résultats d'ici le milieu de la semaine prochaine. Tout a été si fluide. Merci encore de t'être occupé du paiement. » Sa gratitude désinvolte et légère, juxtaposée à ce que je savais maintenant, était grotesque. C'était comme écouter un meurtrier faire des compliments sur le temps qu'il fait. J'ai pris une grande respiration frissonnante, essayant d'empêcher ma voix de dérailler. J'ai vu la vidéo, maman, ai-je dit. Les mots sont sortis plats et froids, dépourvus de toute émotion. Oh, n'était-ce pas tout simplement magique, a-t-elle s'exclamé, complètement aveugle à mon ton. Chloé a fait un travail formidable pour immortaliser cela. Dylan a fait les choses en grand. Il a un cœur si généreux. Ces petites, Elisa, elles se sont vraiment senties comme de vraies princesses. Tu aurais dû voir leur visage s'illuminer quand cet hélicoptère a atterri. J'ai vu plus que leur visage, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai vu la partie où Dylan a payé pour le canon à confetti. Il a utilisé la nouvelle carte de crédit, la noire. Celle que j'ai ouverte il y a 3 jours pour ta biopsie. La ligne est devenue silencieuse. Ce ne fut que pendant une seconde ou deux, mais ce fut un silence lourd et chargé. L'énergie pétillante s'est évanouie, aspirée de la conversation. Quand elle a reparlé, sa voix avait changé de registre. C'était le ton doux, gentil et condescendant qu'elle réservait à mes réactions excessives. C'était la voix d'un gardien de zoo essayant de calmer un animal effrayé. « Oh, ma chérie » a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une patience travaillée. « Ne sois pas dramatique. C'était juste une question de commodité. » Dylan avait tous les prestataires alignés, et certains d'entre eux devaient être payés sur le champ. C'était juste plus facile d'utiliser cette carte-là puisqu'elle avait un solde disponible. Dylan va te rembourser. Tu sais qu'il le fera. Il a déjà une grosse affaire en cours qui est sur le point de se concrétiser d'un jour à l'autre. Ne sois pas dramatique. Ces mots ont résonné dans l'espace caverneux qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine. Dramatique ? Comme si découvrir un vol majeur, une trahison profonde de ma propre famille était une sorte d'excès théâtral. Maman, ce n'était pas une carte à solde disponible, ai-je dit, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. C'était une carte de crédit médical d'urgence avec un taux d'intérêt de 28%. Je l'ai ouverte pour payer une intervention dont tu avais besoin parce que tu pourrais avoir un cancer. Est-ce que tu comprends ça ? Eh bien, il n'y a pas besoin d'utiliser ce genre de langage, a-t-elle réprimandé, son ton devenant défensif. Ce n'est pas un cancer tant qu'ils n'ont pas dit que c'est un cancer. Et cette fête était importante aussi. C'est important de créer de beaux souvenirs pour les enfants. La famille, c'est plus que du stress et des factures, Elisa. C'est aussi de la joie. J'ai pu entendre du mouvement à l'autre bout de la ligne. Et puis la voix rauque et impatiente de mon père a pris le relais. Il avait dû voir que maman ne parvenait pas à gérer la situation. Elisa, ta mère est bouleversée. C'est quoi tout ce bordel ? J'ai ressenti une poussée d'adrénaline, le genre que j'ai quand une ambulance est à 5 minutes avec un patient en état critique. J'ai exposé les faits, ma voix clinique est précise. Dylan a facturé la fête d'anniversaire de 15 000 $ de ses filles sur la carte de crédit médical d'urgence que j'ai ouverte pour payer la biopsie de maman. Je l'ai vu dans la vidéo de Chloé. La réponse de mon père a été immédiate et absolue. Il n'y a eu aucun choc, aucune inquiétude pour moi, juste un mur de justification. Il en avait besoin, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Tu dois comprendre, l'image est tout dans son domaine. Il avait des sponsors et des investisseurs potentiels à cette fête. Donner un bon spectacle est une dépense professionnelle. C'est pour sa marque. La famille est de la famille. Tu as un emploi stable, Elisa. Tu peux gérer un petit imprévu. Dylan est là-bas à prendre des risques pour nous tous. Pour nous tous. L'illusion était si complète, si profonde qu'elle me laissait sans voix.
Ils avaient construit toute une réalité partagée autour du mythe de Dylan le visionnaire. Une réalité dans laquelle mes ressources étaient simplement du carburant pour son moteur. Je dois y aller, ai-je murmuré. Ma gorge s'était serrée. Je ne pouvais plus former un seul mot. Discuter était inutile. C'était comme discuter avec un raz-de-marée. Ils ne le verraient jamais de mon point de vue parce que dans leur monde, mon point de vue n'existait pas. J'ai raccroché le téléphone avant qu'ils ne puissent débiter une autre réplique de leur scénario bien répété. Le déclic du téléphone qui se coupait a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Et puis je me suis simplement effondré. Mes jambes ont dérobé et j'ai glissé le long de la surface lisse de mes meubles de cuisine jusqu'à être un tas froissé sur le linoléum froid et impitoyable. Les larmes que j'avais retenues sont enfin venues. Mais ce n'étaient pas les larmes chaudes et en colère auxquelles je m'attendais. Elles étaient silencieuses. C'étaient des larmes de perte profonde et absolue. Je ne pleurais pas seulement sur l'argent ou la trahison. Je pleurais la mort d'une illusion que j'avais passé toute ma vie à protéger, l'illusion d'une famille aimante et stimulante. Je pleurais pour la petite fille qui avait gagné la foire scientifique et n'avait pas eu un seul applaudissement. Pour la jeune femme qui avait transféré ses économies d'appartement. Pour la fille qui avait signé pour un prêt pour la dent de son père. Je pleurais pour chaque version de moi qui s'était faite plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Je suis resté assis sur mon sol, entouré par les preuves silencieuses de ma vie solitaire et responsable, ma pile de factures sur le comptoir, mon agenda budgétaire soigneusement organisé, ma voiture raisonnable de 10 ans garée dehors. J'avais tout fait bien. J'avais été la bonne fille, la sœur responsable, la personne fiable, et ma récompense était d'être la honte secrète de la famille, leur distributeur automatique humain, leur décharge émotionnelle et financière. Le silence dans mon appartement a commencé à changer. Ce n'était plus un refuge calme loin du monde. C'était une pression suffocante, le son de toutes les choses que je n'avais jamais dites, de toutes les fois où j'avais ravalé ma colère et mordu ma langue. C'était le son de ma propre effacement. Et dans ce silence écrasant, assourdissant, quelque chose en moi s'est enfin, irrévocablement, brisé. La rage et le chagrin ont commencé à refroidir et à durcir, se cristallisant en quelque chose de nouveau. C'était une certitude froide, claire et inflexible. Je ne voyais plus ma famille comme des gens imparfaits et difficiles que j'aimais, mais comme un système, une machine conçue dans un seul but, nourrir l'ego de mon frère et maintenir le confort de mes parents. Et j'étais sa principale source de carburant. Continuer à participer à ce système était une forme d'auto-anéantissement. La colère n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée. Ce n'était plus un feu chaud et chaotique. C'était une veilleuse, une flamme intérieure basse et constante. Je n'étais plus une victime. J'étais un témoin, et j'avais toutes les preuves. Assise là sur le sol froid, j'ai réalisé que mon silence avait toujours été leur arme utilisée contre moi pour s'assurer de ma soumission. Mais le silence que je ressentais maintenant était différent. C'était le mien. C'était un silence qui pouvait brûler. Je n'étais plus en colère. J'étais éveillé. Pendant 2 jours entiers après cet appel téléphonique, je n'ai rien fait. J'ai posé un congé maladie au travail, chose que je n'avais jamais faite auparavant, prétextant une migraine. En réalité, j'étais paralysé. Je me déplaçais entre mon lit et mon canapé, un fantôme dans mon propre appartement. La colère avait refroidi en un objet lourd et dense dans ma poitrine, et je n'avais pas la force de le bouger. Je n'ai pas mangé. J'ai à peine dormi. J'ai juste laissé le poids écrasant de 30 ans passés à être leur amortisseur me maintenir au sol. J'ai rejoué chaque souvenir, chaque prêt, chaque rejet, et j'ai tout vu à travers la lentille froide et dure de la vidéo de l'hélicoptère. Le schéma était si évident, si clair. Je me sentais comme une imbécile de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais la stupidité était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La 3e nuit, quelque chose a basculé. J'étais allongé dans mon lit, fixant une tache d'eau sur mon plafond qui ressemblait vaguement à une assiette fêlée, quand une pensée a fait surface, claire et nette comme un bistouri. Si c'était un patient, que ferais-tu? Aux urgences, nous avons un protocole pour les traumatismes. Vous ne devenez pas émotive. Vous ne paniquez pas. Vous évaluez les dégâts. Vous documentez tout. Vous établissez un plan d'action clair et méthodique, et vous l'exécutez. Vous stabilisez le patient avant de traiter la blessure. Et j'étais le patient. Ma vie était le traumatisme.
Je suis sorti du lit, j'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau tableur. La colère était toujours là, mais je l'ai canalisée. Elle est devenue mon carburant, une source d'énergie froide et propre. Ce n'allait pas être un éclat émotionnel. Ce allait être un audit. Pendant les 3 nuits suivantes après mes gardes à l'hôpital, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé. J'ai passé des heures à construire une chronologie, une histoire méticuleuse et inaliénable de ma propre exploitation. J'ai commencé avec mes relevés bancaires remontant à 10 ans. J'ai fait défiler chaque transaction, chaque virement, chaque chèque. Chacun était un souvenir petit et douloureux. Virement de $200 à Dylan Monroe, mémo, loyer. Paiement de $4000 à Northgate Dental, mémo, chirurgie de papa. Virement de $2000 à Dylan Monroe, mémo, costume. Charge de $3000 à Serenity Spa et Resort, mémo, retraite de maman. La liste continuait encore et encore, un fleuve de mes gains coulant dans une seule direction. J'ai croisé chaque paiement avec la boîte à chaussures de preuve que je gardais dans mon placard. J'ai numérisé les reconnaissances de dettes non signées. J'ai pris des captures d'écran des conversations par SMS. Salut Frangine, tu peux me dépanner? Je te jure que je te rembourse le premier du mois. Il ne l'a jamais fait. Elisa, ton père est si fier. Il dit à tout le monde que tu lui as acheté ces nouveaux clubs de golf. J'avais payé pour eux parce que papa avait laissé entendre que ses anciens le faisaient honte au country club. J'ai aligné les dates de leurs urgences avec les dates où j'avais fait des heures supplémentaires. La corrélation était presque parfaite. La semaine où j'ai enchaîné 3 doubles gardes était la même semaine où j'ai payé pour faire enlever leur chêne mort de la cour. La prime de fin d'année que j'avais reçue en décembre avait disparu en janvier, utilisée pour éponger la dette de carte de crédit de Dylan après une saison d'achat de Noël désastreuse. Le total était étourdissant, sans inclure la nouvelle charge de $15 000, je leur avais donné, prêté ou payé en leur nom plus de $78 000 en 10 ans. $78 000. J'ai fixé le chiffre en bas du tableur, et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une certitude froide et vide. L'étape suivante était les cartes de crédit. Je me suis connecté au compte de la nouvelle carte médicale. La charge était là, $15 450 et 22 cents Event Planning Service LLC. En dessous se trouvait la charge de $6400 de l'hôpital. Mon estomac s'est tordu, puis ma curiosité s'est durcie en suspicion. J'ai lancé un rapport de crédit complet sur moi-même. Ma note, habituellement excellente, avait chuté de 30 points. Et puis j'ai vu pourquoi. Sous mes comptes ouverts, il y avait 3 cartes avec la même banque qui avait émis la carte médicale. 3. Je n'en avais qu'une. Mes mains ont recommencé à trembler, mais cette fois c'était avec de l'adrénaline, pas du choc. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro au dos de ma carte. Après avoir navigué dans le menu automatisé, une représentante du service client enjoué nommée Brenda a répondu. Bonjour Brenda, ai-je dit, ma voix stable. Je m'appelle Elisa Monroe. Je vous appelle parce que j'ai consulté mon rapport de crédit et je vois 3 comptes actifs auprès de votre banque sous mon nom, mais je ne me souviens d'en avoir ouvert qu'un seul. J'entendais le cliquetis de son clavier. D'accord, mademoiselle Monroe, je peux vous aider avec ça. Pouvez-vous vérifier votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance pour moi? Je lui ai donné les informations. Encore des cliquetis. Très bien, je vois les comptes ici, a-t-elle dit. Oui, il y en a 3. Le premier est celui que vous avez ouvert mardi, la carte médicale. Les 2 autres, voyons. L'un a été ouvert il y a 6 mois, et l'autre a été ouvert il y a plus d'1 an. Il y a 1 an. Mon esprit s'est emballé. Que s'était-il passé il y a 1 an? C'était quand Dylan avait lancé sa dernière start-up ratée, un service de livraison de nourriture pour chiens haut de gamme. Il avait eu besoin de fonds de démarrage. Brenda, ai-je dit prudemment, je n'ai pas ouvert ces 2 autres cartes. Y a-t-il une trace de qui l'a fait? Eh bien, les demandes ont été soumises en ligne, a-t-elle expliqué. Mais je peux voir que sur les 2 comptes plus anciens, un utilisateur secondaire a été ajouté le jour même où le compte a été ouvert. Le nom est Dylan Monroe. C'était là, la preuve froide, dure et documentée. Et l'adresse pour ce Dylan Monroe, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. C'est la même adresse principale que la vôtre sur le compte, mademoiselle Monroe, a-t-elle dit.
Mais ce n'était pas mon adresse. C'était l'adresse de mes parents. Il avait utilisé leur adresse, mon nom, mon numéro de sécurité sociale, qu'il devait connaître par cœur, et avait ouvert des cartes à mon nom. Les soldes n'étaient pas énormes, quelques milliers sur chaque. Mais c'était l'audace pure, la fraude préméditée. Ce n'était pas juste un schéma d'abus de ma bonté. C'était un crime. Brenda, ai-je dit, ma voix basse. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous enregistriez ceci, je déclare officiellement que moi, Elisa Monroe, n'ai pas autorisé l'ouverture de ces deux comptes. Je n'ai pas non plus autorisé Dylan Monroe à être un utilisateur sur aucun de mes comptes, y compris celui que j'ai ouvert mardi. Je suis victime d'un vol d'identité. Le ton enjoué de Brenda a disparu, remplacé par un ton sérieux et professionnel. Je comprends, mademoiselle Monroe. Je signale ces comptes pour fraude dès maintenant. Nous aurons besoin que vous déposiez une plainte à la police et une déclaration sous serment formelle. J'ai noté tout ce qu'elle a dit. J'ai obtenu un numéro de dossier. J'ai sauvegardé chaque mot. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant une minute entière, la réalité s'installant en moi. C'était plus grand et plus laid que ce que j'aurais pu imaginer. J'étais dépassé. J'avais besoin d'aide, pas de l'aide de la famille. De la vraie aide. J'ai appelé Rachel Lopez. Nous avions été ensemble à l'école d'infirmières, deux femmes intelligentes et pragmatiques qui s'étaient liées lors de séances d'études nocturnes et d'un sens de l'humour noir partagé. Alors que j'étais resté dans les soins cliniques, Rachel était partie obtenir son MBA et était devenue conseillère financière agréée. Elle se spécialisait dans l'aide aux personnes, principalement aux femmes, pour échapper à des situations d'abus financiers. Je ne lui avais pas parlé depuis quelques mois, mais je savais qu'elle était la seule qui comprendrait. « Elisa, salut, comment vas-tu » a-t-elle répondu, sa voix chaleureuse et familière. « Rachel » ai-je dit, et puis ma voix a déraillé. Je ne pouvais plus tout maintenir ensemble. Le détachement clinique s'est brisé et la douleur de la semaine passée a débordé. Je lui ai tout raconté, le schéma, les prêts, les excuses, la foire scientifique, l'hélicoptère, les cartes de crédit. J'ai parlé pendant 20 minutes d'affilée, les mots se bousculant dans une confession désordonnée et en larmes. Elle a écouté patiemment, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai enfin fini, le seul son était ma propre respiration saccadée. « D'accord » a dit Rachel, sa voix ferme et claire, coupant à travers mon brouillard émotionnel. Tout d'abord, respire. Deuxièmement, rien de tout cela n'est de ta faute. Tu as été élevé dans un système conçu pour t'utiliser. Ils t'ont conditionné pour être leur fonds d'urgence. Je sais, mais je me sens si stupide, ai-je sangloté. Arrête, a-t-elle dit, sa voix nette, mais pas méchante. Tu n'es pas stupide. Tu es loyal. Et ils ont pris cette loyauté et l'ont monétisée. Mais c'est fini maintenant. La première chose que nous allons faire est de tout geler, rapport de crédit, compte bancaire, tout. Ensuite, nous allons déposer la plainte à la police pour les cartes frauduleuses. Et pour les 15 000 $ sur la carte médicale, c'est une autre forme de fraude, mais c'est une fraude malgré tout. Nous allons contester la charge et déposer une réclamation. Je ne sais pas si je peux, ai-je murmuré. C'est ma famille. Il y a eu une pause sur la ligne. Et puis Rachel a dit les mots qui allaient tout changer. Elisa, écoute-moi très attentivement. D'après ce que tu m'as dit, avec l'historique documenté et les comptes non autorisés, tu dois arrêter de penser à cela comme à une querelle de famille. Tu n'aides plus la famille. Tu documentes un crime. Un crime. Le mot est tombé avec la force d'un coup physique. Un crime. C'était un mot si dur, si laid, mais c'était le bon. Ce qu'ils avaient fait n'était pas juste égoïste ou irréfléchi. C'était illégal. C'était un vol. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne me disait pas de me calmer. Quelqu'un ne me disait pas que j'étais dramatique. Quelqu'un me disait que ma douleur était valide, que ma colère était justifiée, et que j'avais le droit de me défendre. D'accord, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. D'accord, quelle est la première étape ? Ce soir-là, pour la première fois depuis une semaine, j'ai dormi. Ce ne fut pas un sommeil paisible, mais ce fut un sommeil déterminé. Le brouillard s'était levé. J'avais un protocole. J'avais un plan,
et j'avais un dossier sur mon bureau, devenant plus épais d'heure en heure, rempli de la vérité froide, dure et inaliénable. L'invitation est venue comme je savais qu'elle viendrait. Le jeudi suivant, ce fut un SMS de ma mère. « Salut, ma chérie. Dîner dimanche à la maison, 18h. Je fais tes lasagnes préférées. Dis-moi. Bisous, maman. » La désinvolte et légère gaieté de ce message était un chef-d'œuvre de déni. C'était comme si notre dernière conversation n'avait jamais eu lieu. Comme si elle n'avait pas rejeté ma douleur, comme si mon père n'avait pas justifié le vol de mon frère. C'était leur stratégie, faire comme si le désagrément ne s'était jamais produit. Et moi, la bonne fille responsable, je finirais par rentrer dans le rang, ravalant mes sentiments comme je l'avais toujours fait. Les lasagnes étaient l'appât, un symbole de confort nostalgique, d'une époque où je croyais que notre famille était normale. Pendant des années, cet appât aurait fonctionné. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui étais piégé. « Je serai là », ai-je répondu par SMS. Pendant les 3 jours suivants, je me suis préparé pour ce dîner comme un avocat se préparant pour un procès. Avec les conseils de Rachel, j'avais tout organisé. J'avais imprimé le tableur détaillant les 78 000 $. J'avais imprimé les relevés bancaires pour les 2 cartes de crédit frauduleuses avec les achats de Dylan entourés en rouge, dîner coûteux, ruée vers le shopping en ligne, location d'une voiture de sport pour un week-end. J'avais imprimé le relevé pour la carte médicale montrant les charges consécutives de l'hôpital et de l'organisateur d'événements. J'avais imprimé les captures d'écran de SMS, les reconnaissances de dettes non signées, et un résumé de ma conversation avec Brenda du service de fraude de la banque, complet avec mon numéro de dossier. J'avais tout compilé dans un dossier noir rigide. Il faisait environ 2 cm d'épaisseur. Il semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air, chargé d'années de ressentiments silencieux. Le dimanche soir, je me suis habillé soigneusement, pas dans mon jean et mon pull habituel, bu dans un blazer ajusté et un pantalon sombre. C'était mon armure. Tenant le dossier, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, la même maison où j'avais grandi. Le trajet m'était si familier que j'aurais pu conduire les yeux fermés. Mais ce soir, je me sentais comme une étrangère entrant en territoire ennemi. Quand je suis entré, la scène était exactement comme je l'avais imaginé. L'odeur d'ail et d'origan flottait dans l'air. Mon père était dans son fauteuil préféré en train de regarder un match de football américain, un verre de vin rouge à la main. Ma mère s'affairait dans la cuisine en fredonnant. Dylan, sa femme Chloé et les jumelles étaient dans le salon. Lily et Rose montraient de nouvelles poupées qui avaient l'air coûteuses. Dylan était sur son téléphone en train de se vanter bruyamment auprès de quelqu'un à propos d'un investisseur potentiel qu'il avait rencontré à la fête. Il a été totalement soufflé par l'ampleur de l'événement, disait Dylan, sa voix résonnant. Il faut créer une perception de succès, tu sais. Voir grand ou rentrer chez soi. Il a levé les yeux et m'a vu debout sur le pas de la porte. Elisa, la voilà. On parlait justement de la fête. Tu aurais dû venir. C'était épique. Bonjour Dylan, ai-je dit, ma voix constante. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Ma chérie, tu es là. Elle est venue pour me serrer dans ses bras, mais j'ai fait un petit pas en arrière, tenant le dossier légèrement levé. Son sourire a vacillé pendant une seconde, une lueur de confusion dans ses yeux avant qu'elle ne se reprenne. Eh bien, entre. Entre. Le dîner est presque prêt. Nous avons mangé. La conversation était une représentation de normalité. Ils ont parlé du temps, du jeu de golf de mon père, du nouveau comité de bénévolat de Chloé. Ils m'ont posé des questions superficielles sur le travail, auxquelles j'ai répondu par de courtes phrases polies. Ils évitaient soigneusement, adroitement le trou noir béant au milieu de notre famille. J'étais assise là à manger les lasagnes qui étaient censées me réconforter, sentant le poids froid du dossier sur la chaise à côté de moi. J'étais une bombe, tic-taquant silencieusement à leur table de dîner. Enfin, alors que ma mère se levait pour débarrasser les assiettes pour le dessert, j'ai su que c'était le moment. Avant le dessert, ai-je dit, ma voix coupant à travers le bavardage. Ce n'était pas fort, mais c'était clair et ferme, et cela a fait s'arrêter tout le monde. Mon père a coupé le son de la télévision. Dylan a posé son téléphone. Les jumelles, CMNHN Estai Itrom Bukonki, TRNN LNG. Je veux parler de l'argent, ai-je dit. Ma mère s'est figée, le dos tourné vers moi.
Elle s'est retournée lentement, son visage prenant une expression de patience lassée. Elisa, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas faire ça maintenant? Nous passons une si charmante soirée. Nous faisons ça maintenant, ai-je dit. Dylan s'est adossé à sa chaise et a affiché un sourire moqueur, un air d'ennui arrogant sur le visage. Tu es encore là-dessus? Mon Dieu, Elisa, je t'ai dit que je te rembourserai. Tu vas avoir ton argent. Détends-toi. Je ne l'ai pas regardé. J'ai pris le dossier sur la chaise à côté de moi. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'en bout de table et je l'ai posé avec un bruit mat, doux et définitif. Je l'ai ouvert et j'ai sorti les 3 premières pages. J'en ai fait glisser une devant mon père, une devant ma mère et une directement devant Dylan. C'était mon rapport de crédit, 3 pages listant chaque compte, chaque solde, chaque demande. J'avais surligné les 3 cartes de la même banque. Il ne s'agit plus des 15 000 $ pour la fête, ai-je dit calmement, ma voix résonnant dans l'air immobile. Il s'agit des 2 cartes de crédit que toi, Dylan, as ouvertes à mon nom au cours de l'année écoulée sans que je le sache. Il s'agit des soldes que tu as accumulés et des frais de retard qui ont endommagé ma note de crédit. Il s'agit d'un vol d'identité. Le changement dans la pièce a été instantané. L'air est passé de tendu à glacial. Le visage de mon père, qui avait été détendu par le vin, s'est durci. Il a ramassé le papier, sa mâchoire se serrant au fur et à mesure qu'il le lisait. Ma mère a juste fixé sa copie, sa main volant à sa gorge, son visage pâle. Le sourire moqueur de Dylan a disparu. C'était comme si un masque était tombé, révélant une panique béante en dessous. Quoi? De quoi tu parles? C'est fou. Est-ce fou? Ai-je continué, ma voix ne trahissant aucune émotion. J'ai tendu la main dans le dossier et j'ai sorti le jeu de documents suivants, les relevés bancaires imprimés pour ces cartes frauduleuses. Je les ai posés sur la table. Voici les charges, un week-end à l'hôtel Fairmont Olympic à Seattle, plusieurs dîners chez Canly, un abonnement à un service de costumes sur mesure. Est-ce que tout cela te semble familier? J'ai ensuite placé le relevé de la carte médicale sur le dessus de la pile, les 2 charges massives côte à côte. J'ai regardé directement ma mère. Et voici la carte que j'ai ouverte pour toi pour ta santé. Celle pour laquelle tu m'as dit de ne pas être dramatique. Mon père a jeté les papiers sur la table. C'est ridicule, a-t-il grogné. Un désaccord familial. On ne gère pas les choses comme ça avec des papiers et des accusations. Tu as raison, ai-je dit, mon regard ne flanchant pas. Je ne devrais pas avoir à le faire. Mais ce n'est pas un désaccord. J'ai regardé le visage effondré de ma mère, puis la colère montante de mon père. Et enfin, j'ai posé mon regard sur mon frère. Ses yeux étaient grands ouverts de peur. Il ressemblait à un animal acculé. C'est un vol. Le mot est resté suspendu dans l'air, les inaliénable. Même les jumelles avaient arrêté de bouger, leurs poupées oubliées sur leurs genoux. Tu réagis de manière excessive, a tranché papa. Non, ai-je dit calmement, ma voix devenant plus basse. Non. Depuis une semaine, je travaille avec une conseillère financière et le service de fraude de la banque. J'ai déposé une plainte à la police pour le vol d'identité et je porte plainte pour l'ensemble si le solde combiné total de chaque charge frauduleuse et prêt non autorisé. Ce qui s'élève à 96 000 $, n'est pas réglé dans 30 jours. Le silence qui a suivi a été absolu. Il était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Chloé fixait Dylan, sa bouche légèrement ouverte d'horreur. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Dylan a enfin trouvé sa voix. Ce fut un murmure pitoyable et fêlé. Tu ne ferais pas ça, a-t-il bégayé. Tu ne ferais pas ça. Pas à ta propre famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La peur, le sentiment de tout lui être dû, toute une vie à s'en tirer avec tout. J'ai tout vu. Et je n'ai rien ressenti d'autre qu'un sentiment de détermination froid et dur. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Puis j'ai fermé mon dossier, je l'ai ramassé et je suis sorti par la porte sans me retourner. Le moment où j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi, l'adrénaline qui m'avait maintenu ensemble s'est évanouie et mon corps a commencé à trembler. J'ai atteint ma voiture et je me suis assise sur le siège conducteur, mes mains tremblant si violemment que je ne pouvais pas mettre la clé dans le contact. Je l'avais fait. Après toute une vie de silence,
j'avais fait exploser une bombe de vérité au milieu de leur monde soigneusement construit. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais alors que j'étais assise là dans l'obscurité calme de ma voiture, garée dans la rue où j'avais grandi, je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti une parcelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, du pouvoir. Les retombées ont commencé moins d'1 heure plus tard. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant le trajet du retour, s'est éclairé avec le nom de ma mère. Je l'ai ignoré. Il a sonné à nouveau. Je l'ai ignoré. Puis une série de SMS frénétiques est apparue. « Elisa, s'il te plaît rappelle-moi. Nous devons parler de cela. Tu as tout mal compris. Ton père est très contrarié. Comment as-tu pu menacer ton frère comme ça? Tu l'as terrifié. » Les SMS étaient un chef-d'œuvre de détournement et de culpabilité. Il n'y avait pas d'excuses, pas de reconnaissance des faits que j'avais étalés sur leur table à manger. Tout portait sur ma réaction, ma menace, mon malentendu, comme si les relevés bancaires et les rapports de crédit étaient des inventions de mon imagination. J'ai lu les messages et pour la première fois ils n'ont eu aucun effet sur moi. Le bip de culpabilité, comme l'appelait Rachel, avait été désactivé. Le lundi matin, mon téléphone était devenu une arme utilisée contre moi. Ils ont intensifié leur tactique. Ma mère a abandonné la prétention d'une discussion calme et a laissé une série de messages vocaux en larmes et hystériques. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter cela, pleurait-elle, sa voix lourde d'une angoisse fabriquée. Nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous récompensons? En essayant de ruiner la vie de ton frère? Il pourrait aller en prison, Elisa. Tu veux que ton propre frère aille en prison? L'approche de mon père a été différente. Il n'a pas supplié, il a ordonné. Il a laissé un seul message vocal furieux. « Elisa Monroe, tu me rappelles tout de suite ?» a-t-il tonné, sa voix déformée par la rage. Tu as créé un bazar et tu vas le réparer. Tu vas appeler cette banque et tu vas arrêter ces conneries immédiatement. Ce n'est pas ainsi que notre famille fonctionne. Ce n'est pas ainsi que notre famille fonctionne. Il avait raison. Leur famille fonctionnait sur ma soumission silencieuse. Mon refus de me soumettre avait brisé la machine, et ils étaient furieux. Dylan a de manière prévisible choisi la voie de la lâcheté. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de SMS. Il a simplement bloqué mon numéro. Sa femme, Chloé, après m'avoir envoyé un seul SMS haineux me traitant de jalouse et de rancunière, m'a bloqué également. C'était un rejet coordonné, une tentative enfantine de me mettre à l'écart et de me faire me sentir si isolé que je reviendrais en rampant, désespéré d'obtenir leur approbation. Cela aurait fonctionné 1 mois plus tôt. Maintenant, leur silence était un cadeau. La seule personne à qui j'ai parlé était Rachel. Je l'ai appelée lundi après-midi et je lui ai raconté tout le dîner. Bien, a-t-elle dit quand j'ai fini. Tu as été calme. Tu as été factuel et tu leur as donné un délai clair. Maintenant vient la partie la plus difficile, tenir la ligne pendant qu'ils essaient toutes les tactiques de manipulation possibles. Ils ont déjà commencé, ai-je dit, ma voix lassée. Laisse-les faire, a dit Rachel fermement. C'est juste du bruit. C'est le son de leur monde qui s'effondre maintenant. Tu es prête? Nous déposons la réclamation pour fraude sur la charge de la carte médicale aujourd'hui. Avec Rachel sur la ligne, j'ai rappelé la banque, cette fois pour contester la charge de 15 450 $ pour la fête. J'ai expliqué calmement et clairement que j'avais autorisé une charge de l'hôpital, mais que la charge suivante de l'organisateur d'événements avait été faite par un utilisateur non autorisé. Comme j'avais déjà établi un dossier de fraude avec eux, le processus a été étonnamment rapide. Ils ont lancé une enquête officielle. La première conséquence tangible de mes actions est venue 1 semaine plus tard. J'ai reçu une notification de la banque, dans le cadre de leur enquête pour fraude, ils avaient gelé tous les avoirs liés au litige. Cela incluait le compte bancaire joint de mon frère avec Chloé, qu'il avait vraisemblablement utilisé pour faire un paiement partiel à l'organisateur d'événements avant d'utiliser ma carte. Leur principale source d'argent était verrouillée. C'est là que les larmes de ma mère se sont transformées en incrédulité. Elle a trouvé un moyen de me joindre en appelant depuis le téléphone d'un voisin. « Elisa, ils ont gelé le compte de Dylan », a-t-elle dit, sa voix un mélange de panique et d'outrage. Chloé ne peut même pas acheter à manger. Les jumelles ont une sortie scolaire et ils ne peuvent pas la payer. Comment as-tu pu leur faire ça? Ça va trop loin.
J'ai pris une grande respiration. La Elisa d'il y a un mois aurait cédé. Elle aurait ressenti une vague de culpabilité et se serait précipitée pour réparer les choses, pour tout lisser. Mais cette Elisa avait disparu. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit, ma voix calme et constante. Je ne suis pas celle qui a commis un vol d'identité. Je ne suis pas celle qui a facturé une fête de 15 000 $ sur une carte de crédit d'urgence médicale. Je suis juste celle qui est enfin fatiguée de payer pour la paix de tous les autres. J'ai raccroché le téléphone. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas vindicative. Je me sentais juste fatiguée. Mais c'était un genre de fatigue différent. Ce n'était pas l'épuisement profond et intérieur d'être utilisé. C'était la fatigue propre et honnête qui vient après une longue et difficile journée de travail. Le délai de 30 jours que j'avais fixé est passé dans une tempête de silence et de SMS en colère de membres de la famille élargie à qui on avait servi une version soigneusement éditée de l'histoire. J'étais égoïste. J'étais cruel. Je déchirais la famille pour de l'argent. Je les ai tous ignorés. Dylan et mes parents n'ont fait aucune tentative pour me contacter ou pour rembourser l'argent. Ils pariaient, supposant que je bluffais. Ils se trompaient. Le 31e jour, j'ai donné le feu vert à Rachel. Elle a travaillé avec la police et la banque, soumettant mon dossier de preuves. L'enquête qui avait progressé lentement s'est accélérée. La lettre finale de la banque est arrivée un mardi pluvieux après-midi. Mes mains tremblaient légèrement alors que je l'ouvrais. C'était une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé des conclusions de leur enquête. Ils avaient conclu que les 2 cartes de crédit plus anciennes avaient en effet été ouvertes de manière frauduleuse. Toutes les charges, frais et intérêts avaient été effacés de mon dossier et les comptes étaient fermés. Mon rapport de crédit serait corrigé. Plus important encore, ils avaient conclu que la charge de 15 450 $ de l'organisateur d'événements était également non autorisée. La charge a été annulée. L'argent était de retour sur mon compte. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé la lettre. C'était fini. J'avais gagné. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une expiration. C'était le sentiment d'un poids lourd retiré de votre poitrine, un poids que vous ne réalisiez même pas que vous portiez jusqu'à ce qu'il soit parti. Le calme dans mon appartement, qui avait autrefois semblé si solitaire et suffocant, ressemblait maintenant à de l'oxygène. C'était le son propre, clair et magnifique de la paix. Je suis restée assise là pendant un long moment, à simplement l'aspirer. Les 3 mois qui ont suivi la lettre finale de la banque ont été une transformation constante et calme. La tempête était passée, laissant derrière elle un paysage radicalement modifié. Ma vie, qui avait été si enchevêtrée dans le chaos constant de ma famille, était maintenant la mienne. Le silence de leur part était absolu. Plus d'appels de crise, plus de SMS chargés de culpabilité, plus de demandes d'argent de dernière minute. Ce fut déroutant au début. Je continuais à vérifier mon téléphone, me préparant à une attaque imminente qui ne venait jamais. L'habitude d'être en alerte maximale était profondément ancrée, et il a fallu du temps à mon système nerveux pour comprendre que j'étais enfin vraiment en sécurité. Les conséquences pour ma famille, cependant, commençaient tout juste à se déployer. Sans mon revenu comme filet de sécurité, le monde soigneusement construit de Dylan s'est effondré avec une vitesse étonnante. Sa marque, qui était construite sur l'illusion du succès, s'est effondrée. Les sponsors et investisseurs qu'il avait essayé d'impressionner à la fête n'ont pas été, en fait, impressionnés lorsque l'organisateur d'événements, impayé en raison de l'annulation de la charge, a commencé à les appeler, leur demandant s'ils savaient comment joindre Dylan Monroe. Sa réputation a été ruinée. Lui et Chloé ont été forcés de vendre leur maison surdimensionnée en banlieue et de déménager dans un petit appartement en location. Le mode de vie extravagant qu'ils avaient étalé sur les réseaux sociaux a disparu du jour au lendemain. Leurs publications sont devenues rares et sobres. La magie avait disparu parce que l'assistant secret du magicien avait quitté le travail. Mon père s'est retiré dans un silence froid et orgueilleux. J'ai appris par une tante qu'il disait aux gens que j'avais changé, que j'étais devenu froide et matérialiste. Ils ne pouvaient pas traiter la réalité selon laquelle je les avais simplement tenus pour responsables. C'était plus facile de me peindre comme la méchante que de faire face à son propre rôle de facilitateur. Son silence était un mur construit pour protéger son ego blessé. Je savais qu'il ne me parlerait probablement plus jamais, et une partie de moi pleurait le père que j'aurais voulu qu'il soit,
mais je ne pleurais pas l'homme qu'il était réellement. Ma mère était la partie la plus complexe des retombées. L'enquête pour fraude de la banque m'avait blanchi, mais elle avait aussi placé la responsabilité des cartes médicales utilisées carrément sur elle et Dylan. L'hôpital devait toujours être payé de ses $6,400. Après des semaines de silence, j'ai reçu une lettre formelle dactylographiée de sa part. C'était un document étrange et guindé, clairement écrit sous les conseils d'un avocat. Elle ne faisait aucune mention de la fête ou des autres cartes de crédit. Elle énonçait simplement sa situation médicale et son incapacité à payer la facture impayée. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une supplique enveloppée dans le langage du détachement formel. Je suis resté assise avec cette lettre pendant un long moment. Mon premier instinct, le vieil instinct d'Elisa, était de ressentir une vague de culpabilité. Mais Rachel m'avait préparé à cela. Tu peux choisir d'aider, m'avait-elle dit. Mais tu le fais entièrement selon tes conditions. Il ne s'agit pas de les sauver. Il s'agit de décider ce que tu es prête à faire sans attente. Alors j'ai fait quelque chose qui a semblé à la fois responsable et révolutionnaire. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé d'argent à elle ou à Dylan. J'ai contacté directement le service de facturation de l'hôpital. J'ai mis en place un plan de paiement sous mon nom pour couvrir la facture de $6,400 pour sa biopsie. J'ai fait en sorte qu'elle soit débitée automatiquement de mon compte courant par de petits versements gérables au cours des 2 prochaines années. Je payais sa dette médicale, un besoin familial légitime, mais je le faisais d'une manière qui me gardait un contrôle total. Il n'y avait pas de somme globale qu'il puisse mal utiliser, pas d'appel téléphonique reconnaissant qu'elle puisse utiliser comme une ouverture pour me ramener. C'était une transaction propre et stérile. C'était mon dernier acte en tant que fille responsable. Mais cette fois, c'était défini par mes limites, pas par leurs exigences. Le changement le plus profond, cependant, s'est produit en moi. J'ai arrêté d'attendre des excuses dont je savais qu'elles ne viendraient jamais. Je m'étais accroché à l'espoir qu'un jour ils verraient la douleur qu'ils avaient causée, qu'ils éprouveraient du remords. Mais accepter qu'ils étaient incapables de ce genre d'autoréflexion a été la clé de ma propre liberté. Ma paix ne pouvait pas dépendre de leur évolution. Elle devait être ma propre création. J'ai commencé petit. J'ai pris l'argent qui aurait été siphonné pour leur prochaine urgence et j'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement. Le banquier m'a demandé si je voulais ajouter un utilisateur secondaire. Non, ai-je dit, et le mot a semblé solide et fort dans ma bouche. Juste moi. J'ai mis en place un virement automatique. Et à chaque paye, je regardais mon solde augmenter. C'était un acte d'auto-préservation calme et profondément satisfaisant. Ce chiffre croissant n'était pas juste de l'argent. C'était de la sécurité. C'était un avenir. C'était une maison dont personne d'autre que moi n'avait la clé. J'ai commencé à investir dans ma propre vie. J'ai acheté un nouveau jeu de pneus pour ma voiture sans me sentir coupable. J'ai fait un voyage d'un week-end sur la côte et j'ai randonné parmi les séquoias géants, respirant l'air pur et salé. J'ai recontacté d'anciennes amies comme Rachel qui fêtait ma liberté retrouvée. Nous avons dîné et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je pouvais parler de mon avenir, de mes propres projets, de mes propres rêves sans la peur tacite qu'ils soient sacrifiés pour quelqu'un d'autre. Nuit sombre, généralement quand je suis épuisé après une longue garde, le souvenir de cette vidéo d'hélicoptère remonte dans mon esprit. Je peux encore voir les confettis, encore entendre l'écho du rire de ma mère, mais cela ne fait plus mal. La douleur vive et poignardante de la trahison s'est effacée en une cicatrice sourde. Elle ne déclenche plus une spirale de colère ou de chagrin. Au lieu de cela, elle me rappelle simplement qui j'étais autrefois, la fille qui pensait que sa seule valeur était dans ce qu'elle pouvait fournir aux autres. Elle me rappelle le prix élevé que j'ai payé pour apprendre que ma paix n'est pas une ressource renouvelable que les autres peuvent consommer. C'est mon propre bien précieux et non négociable. Et maintenant, enfin, je suis la seule responsable des comptes. Si vous avez déjà été traité comme si votre bonté était une ligne de crédit ou votre amour une ressource dans laquelle puiser sans fin, vous n'êtes pas seul. Pendant des années, j'ai pensé qu'être la fille responsable était mon devoir. Mais j'ai appris que c'était juste mon rôle dans un système conçu pour m'épuiser. La famille devrait être un havre de paix construit sur l'amour et le respect mutuel, pas une série de transactions unilatérales. Reprendre mon pouvoir n'était pas une question de vengeance. C'était une question de résolution. C'était fermer des comptes qui étaient émotionnellement et financièrement en faillite.
C'était enfin me donner à moi-même le même soin et la même protection que j'avais si généreusement donné à tous les autres. Et maintenant, pour la première fois, je peux utiliser mon salaire, mon temps et mon énergie pour moi-même. Le calme que j'ai construit vaut plus que n'importe quel montant d'argent que j'ai perdu. Si vous avez déjà été celle qui répare tout dans votre famille, celle qui porte le poids pour que les autres n'aient pas à le faire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et commentez pour me dire d'où vous regardez. Votre paix importe et c'est la seule chose qui vaut la peine de se battre.